Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il sera question de transmission de puissance par poulie courroie, première partie. Alors dans cette première partie, on abordera plus spécifiquement les problèmes d'avantages, d'inconvénients, les différents types de courroies, mais aussi de montage. Et enfin, comment est-ce qu'on arrive à régler la tension d'une courroie? Parce que comme on le verra plus tard, une courroie nécessite d'être tendue. Alors, avant de commencer, hein, toujours le même rituel. Vous devez avoir devant vous votre cours. Et cette vidéo, eh bien, elle est justement faite pour que vous puissiez compléter le cours au fur et à mesure que cette vidéo se déroule. Eh bien, sans plus attendre, commençons tout de suite. Alors, pourquoi est-ce que j'ai placé ces deux illustrations? Parce qu'elles montrent bien la différence entre la transmission de puissance par poulie courroie, comme c'est le cas ici. Entre parenthèses, une courroie, c'est un lien flexible qui relie donc des différents arbres et la transmission par engrenage. Alors, comme je le soulignais, vous allez avoir un lien flexible qui peut avoir plusieurs formes, comme par exemple celui-ci. On a affaire à une courroie crantée, alors que ici, ce sont donc deux courroies trapézoïdales. Une grande différence également par rapport à la transmission par engrenage. Vous avez ici un arbre moteur donc, qui est relié justement au vilebrequin et deux arbres récepteurs qui sont les arbres à cames. Eh bien, la courroie va pouvoir transmettre la puissance euh, donc, qui provient de l'arbre moteur à deux arbres récepteurs en même temps. Donc ça, c'est déjà un premier point un petit peu différent. Un deuxième point, vous remarquez la position géométrique de cet arbre moteur et puis la position géométrique de cet arbre récepteur. Vous voyez la distance, cette distance d'ailleurs entre les deux axes qui s'appellent l'anthrax. Eh bien, cette distance, elle est quand même pas tout à fait anodine, elle est assez grande. Eh bien, voilà, ben, justement, l'intérêt d'un lien flexible, c'est qu'en fait, on va finalement, la distance entre les deux arbres ne va pas avoir tellement d'importance. Imaginez que dans une transmission par engrenage, le nombre de roues dentées qu'il aurait fallu mettre intermédiaire pour faire, disons, transmettre la puissance depuis cet arbre jusqu'à celui-ci. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir donc prendre en compte. Alors maintenant, si on fait un petit retour dans le passé, voilà donc ce qui se passait il y a quelques dizaines d'années dans les ateliers. Vous voyez que le système poulie-courroie, c'était quelque chose qui était vraiment très très important. Vous imaginez un petit peu cet amas de courroies de partout. Il doit y avoir une source de puissance quelque part. Et puis, depuis cette source, eh bien, toutes ces machines donc pouvaient fonctionner sans trop de problèmes. Enfin, sans trop de problèmes, on imagine quand même qu'il pouvait y en avoir un certain nombre, notamment peut-être le problème de la sécurité, parce que même si ces courroies sont plutôt aériennes, il n'empêche qu'elles constituent quand même un certain risque. Vous remarquez également, depuis cet arbre-là jusqu'à un autre qu'on voit pas trop bien, vous voyez la courroie ici, bah, par exemple, elle a été croisée. Donc vous voyez, les liens flexibles peuvent aussi se trouver dans différentes configurations. Alors, dans ces ateliers, il faut aussi remarquer que ça marchait très bien avec des courroies dans ce contexte-là parce que les fréquences de rotation à cette époque n'étaient pas très élevées. Maintenant, avec des vitesses très élevées, c'est effectivement quelque chose qui ne serait plus non seulement acceptable, mais qui ne serait plus possible. Alors maintenant, bah, vous pouvez compléter votre cours directement. Je vais malgré tout peut-être commenter un certain nombre de points, sinon, bien écoutez, il vous suffit de compléter les mots manquants sur votre cours. Euh, ce système, parmi les intérêts, qu'est-ce qu'il faut bien remarquer? Il permet d'amortir les vibrations. C'est un système qui a
qui est doté d'un fonctionnement silencieux et sans lubrification. Donc ça, à la fois pour la maintenance et puis pour l'environnement, bah, c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Par contre, il y a des possibilités de glissement entre la poulie et la courroie. Alors là, je l'ai mis comme si c'était un avantage. Eh bien, effectivement, ça en est un. Mais ça peut être aussi un inconvénient. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs souligné ici, qu'il y avait des risques de glissement. Donc, vous voyez, ce glissement entre poulie et courroie, il a des avantages, certes, mais il a aussi des inconvénients. Pour souligner un des avantages, eh bien, écoutez, une expérience tout à fait personnelle. Chez moi, j'ai une scie à ruban. Eh bien, donc, lorsque je veux couper du bois, il y a un moteur, il y a donc la scie à ruban, et les deux systèmes sont reliés par une courroie. Lorsque je veux couper un bois, si ce morceau de bois, eh ben, il est trop important, ben, peut-être que la scie, elle va se bloquer. Et alors, elle se bloque, mais qu'est-ce qui va se passer? La courroie, elle va se mettre à patiner autour des poulies et le moteur, lui, va continuer de tourner. Donc, il n'y aura pas à craindre une surintensité qui pourrait euh, amener à comment dire, des problèmes de fonctionnement d'un des organes de la chaîne cinématique et notamment du moteur. On constate que le rendement est plutôt très bon. Enfin, en ce qui concerne les inconvénients, bah, les courroies, elles ont tendance à s'user et donc il faut effectivement prévoir un plan d'entretien relativement périodique. Le risque de glissement, il a aussi un inconvénient, c'est que le rapport de transmission, bah, ne sera pas toujours respecté. Il ne sera respecté que dans un cas, lorsque la transmission sera synchrone, c'est-à-dire que on aura à ce moment-là des courroies qui seront crantées. Et là, à ce moment-là, bah, il n'y aura plus de possibilité de glissement puisque finalement, on retrouve un petit peu les caractéristiques d'une transmission par engrenage. Les éléments de guidage, eh bien, ils vont être soumis à des efforts importants. Pourquoi ça? Parce que comme je l'ai souligné tout à l'heure, certes rapidement, mais les courroies, elles demandent à être tendues. Donc il y a la tension de courroie qui doit être obtenue. Et le fait de tendre la courroie, eh bien, ça va solliciter les éléments de guidage comme les roulements, les coussinets, etc. Donc, du coup, ben voilà, il va falloir les dimensionner donc en conséquence. Les différents types de courroies, il y en a un certain nombre, notamment les plates. Bon, voilà, les courroies plates, hein, classiques, traditionnelles, usuelles. Bon, j'ai dit qu'elles étaient de moins en moins utilisées. Il est vrai qu'on a tendance à utiliser maintenant des courroies trapézoïdales parce que les transmissions de puissance, eh bien, vont être beaucoup plus importantes dans ce cas-là que dans le cas des courroies plates, comme on le verra dans la deuxième partie de ce cours. Les courroies trapézoïdales, je viens d'en parler. Donc, courroie trapézoïdale, on voit bien ici la section donc, sous forme de trapèze de de la courroie. Ne pas confondre cette courroie-là avec celle-ci. C'est à la limite, j'allais dire la section est quasiment la même, sauf que il y a des stries, il y a des crans qui ont été taillés donc sur la face interne de la courroie. Eh bien, c'est pas pour autant que cette courroie-là, elle doit être confondue avec la courroie crantée. Ces crans-là, ils sont simplement faits pour donner plus de souplesse à la courroie et donc on va pouvoir travailler avec des poulies dont le diamètre sera plus petit. Ça peut être quelque chose qui pourrait être à considérer si vous deviez d'aventure avoir à concevoir une transmission par poulie courroie. Lorsqu'on a des vitesses qui sont élevées, on va privilégier ce type de courroie-là. Pourquoi ça? Bah, parce que la masse de cette courroie par rapport à celle-ci, eh bien, elle sera nettement moindre et donc on aura des efforts centrifuges qui seront bien moins importants dans ce cas-là que dans celui-ci, ce qui fait que la courroie elle n'aura pas tendance
à se décoller des poulies, ce qui pourrait être le cas dans ce cas-là. Donc, ce sont des poulies, des poulies et surtout des courroies qui ont des formes très particulières, mais aussi qui ont une hauteur donc plutôt petite par rapport aux courroies trapézoïdales. Et enfin, la courroie crantée, elle, qui va assurer une transmission synchrone, c'est-à-dire sans glissement. Et c'est pour ça que ce type de courroies, elles sont quasiment toujours utilisées dans le cas de la robotique. Chaque fois que vous avez des robots où il y a donc des transmissions par lien flexible, eh bien, c'est systématiquement des courroies crantées qui sont mises en place. On ne verrait pas, par exemple, un robot qui travaille dans le médical ou même en industriel perdre ses pas. Et puis, du coup, eh bien, on aurait donc une précision que l'on perdrait au fur et à mesure que se déroulent les différents cycles. Les courroies trapézoïdales, eh bien, elles ont donc plusieurs sections possibles, enfin, je veux dire plusieurs tailles possibles. Vous voyez, ces tailles-là, on les a repérées par des lettres. Donc, vous voyez, la lettre Z concerne une courroie trapézoïdale plutôt de petite taille, alors que la lettre E concerne une courroie trapézoïdale qui sera de taille très importante. On imagine bien que plus la taille de ces courroies est importante, plus la transmission de puissance, plus cette courroie va pouvoir transmettre une puissance importante à l'arbre récepteur. On pourrait avoir exactement, on pourrait faire le même commentaire en ce qui concerne les séries étroites, séries classiques, séries étroites. Enfin, ce petit schéma, eh bien, il est là pour souligner les différents éléments qui constituent une courroie. Vous voyez qu'une courroie, c'est quelque chose, c'est un objet qui est très complexe, très technique. Ici, un noyau en élastomère pour conférer à la courroie une certaine souplesse. Une autre partie en caoutchouc. Entre les deux, des brins, la plupart des filins en acier pour assurer la solidité et notamment en traction de cette courroie. Et le tout est couvert par une toile qui va permettre d'assurer un coefficient de frottement très important entre la courroie et la poulie. On verra dans la deuxième partie que ce coefficient de frottement, eh bien, il a un rôle qui est non négligeable dans la transmission de puissance. Je continue. Parlons de schématisation. Schématisation, c'est quelque chose vraiment qui est très simple. Les deux poulies, en règle générale, la plus petite poulie, c'est la poulie motrice. On a ici une poulie réceptrice. Le lien flexible. Donc ces deux parties-là, on appelle ça des brins, les brins de la courroie. Et cette courroie, si on connaît déjà le type de la courroie, on peut peut-être utiliser ces petits symboles pour préciser quel type de courroie va transmettre la puissance depuis l'arbre moteur à l'arbre récepteur. Ici, on aura affaire à une courroie trapézoïdale. Le rapport de transmission, je rappelle qu'un rapport de transmission, c'est un rapport entre deux fréquences de rotation, donc N1 sur N2, et il est égal au rapport inverse donc du nombre de dents. Alors, cette formule-là, elle n'est évidemment valable que pour les courroies crantées, parce qu'à ce moment-là, les poulies seront crantées aussi, et donc ces crans, finalement, ça sera le même rôle que les dents. Donc là, on aura par exemple, le nombre de crans ou le nombre de dents de la poulie réceptrice, par exemple, divisé par le nombre de dents ou de crans de la poulie motrice. Si on a affaire à une courroie plate, il est évident qu'on n'aura pas de dents. Alors à ce moment-là, au lieu de Z, on écrira D, c'est-à-dire le diamètre primitif
de chacune des poulies. D'accord? Enfin, dernier détail, je vous fais remarquer donc le croisement des indices entre les fréquences de rotation et le rapport du nombre de dents ou le rapport entre les diamètres, hein. Il y a croisement des indices. Les différents types de montage, il y a ce type de montage, il est quand même relativement exceptionnel, j'allais dire, hein. Lorsque les arbres ont des axes, donc par exemple perpendiculaires comme ici, imaginons que ici ça sera l'arbre moteur et puis ici l'arbre récepteur. Si je veux faire communiquer cette puissance depuis cet arbre jusqu'à celui-ci en changeant l'orientation, il va falloir que j'utilise deux poulies folles qui vont renvoyer la poulie dans l'autre direction. Quand on dit poulie folle, il s'agit de deux poulies qui tournent librement autour d'un axe. Alors, on a aussi l'autre cas qui est du coup bien plus utilisé, hein, c'est-à-dire les arbres à axes parallèles. Là, on a donc un inverseur de courroie, enfin à courroie non croisée, hein. Alors, quand on dit inverseur, vous voyez ici, pourquoi est-ce que on précise donc inverseur. Imaginons que ceci, ce soit la poulie réceptrice, donc elle tourne dans ce sens-là. Ensuite, la puissance donc continue sur cette poulie, elle va intervenir sur la poulie motrice, donc on a bien ce sens-là effectivement pour revenir à la poulie réceptrice. Ici, on a également un autre inverseur, mais cette fois à poulie croisée. Cette configuration est très rarement utilisée maintenant parce que vous y voyez bien que ici, à ce point-là, eh bien, les deux courroies vont se toucher et évidemment, c'est tout à fait préjudiciable à la durée de vie des courroies puisqu'elles vont frotter l'une sur l'autre. Maintenant, des montages nettement plus classiques, hein, donc la poulie motrice, autrement dit poulie menante, et la poulie réceptrice, autrement dit la poulie menée. Voilà, donc lorsque cette poulie motrice, elle tourne dans ce sens-là, et à ce moment-là, ce brin de la courroie va être tendu, alors que celui-ci sera mou. Donc là, ici, vous voyez, sur cette configuration, on voit très bien que celui-ci est certainement enfin, est tendu en l'occurrence, et puis celui-ci est plutôt mou, puisqu'il y a vraiment une flèche qui a été, ici, par exemple, un petit peu accentuée. Si on décide de tendre la courroie par galet tendeur, ou par galet enrouleur, hein, galet tendeur, eh bien à ce moment-là, ce galet tendeur, il sera toujours placé sur le brin mou. Toujours. Et en plus, ce galet tendeur, il devra être le plus près possible de la poulie motrice. Alors, autrement dit, de la plus petite poulie. Poulie motrice, plus petite poulie. Alors, pourquoi ça? Bon, j'ai fait ces deux petits schémas qui vont vous permettre peut-être de comprendre l'intérêt de ceci. Voilà, dans ce premier schéma, vous voyez, ce galet tendeur, il est placé près de la poulie motrice, alors que celui-ci, ben, il en est plutôt éloigné. Alors, quel est l'intérêt? Si je regarde maintenant le point de contact, c'est-à-dire le point d'attaque de ce brin tendu au point de contact de la poulie qui se situe ici, et puis au moment où la courroie commence à décoller de cette poulie qui est située là, eh bien, on va avoir ce que l'on appelle un angle d'enroulement. Bon, cet angle d'enroulement, bon, vraisemblablement, il fait plus de 180 degrés. Maintenant, si je regarde ce qui se passe dans cette autre configuration, ben voilà, on aura un angle d'enroulement qui sera beaucoup plus faible. Eh bien, cet angle d'enroulement, il va avoir une importance capitale, comme on le verra dans la deuxième partie, pour la transmission de puissance. Parce que plus cet angle d'enroulement est important, plus la puissance, eh bien, enfin, la puissance transmise va être importante. Alors, comment est-ce qu'on fait pour tendre ces courroies? Donc, plusieurs solutions. Je viens de parler
d'une solution déjà, donc avec un galet tendeur. Donc, comme je l'ai reprécisé à nouveau, hein, toujours monter sur le brin mou et au plus près possible de la petite poulie. Alors, par exemple, quelques illustrations, hein, donc le galet tendeur ici, avec un ressort de tension qui va avoir tendance à tirer ce galet dans cette direction et donc, du coup, tendre cette courroie. On aura, par exemple, un autre dispositif comme celui-ci. Cette, cette pièce-là va tourner autour de cet axe et donc on va appliquer un effort important dans cette direction et puis ensuite on va le bloquer pour donc conserver cette position. Alors, maintenant, on n'est pas forcément obligé d'avoir un galet tendeur, mais le fait est, et le fait que je voudrais souligner, c'est que si on utilise toujours un galet tendeur, dans le cas où l'entre-axe, c'est-à-dire la distance entre ces deux axes, est fixe. C'est-à-dire que la position de cet arbre et la position de celui-ci est fixe. Il ne peut pas bouger. Par contre, là, si on n'utilise pas de galet tendeur, ah ben à ce moment-là, il va falloir faire varier donc l'entre-axe. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, dans un mécanisme donc, que vous retrouvez dans vos ateliers, hein, une perceuse à colonne. Si vous soulevez le couvercle, vous allez voir que ce bloc moteur, il va pouvoir se déplacer, ce qui va permettre finalement de déplacer, enfin, ou disons, de modifier l'entraxe, c'est-à-dire la distance entre l'arbre moteur et l'arbre récepteur. Et donc, du coup, bah, cette courroie, elle pourra être soit tendue si l'arbre va dans cette direction, soit détendue si je vais dans l'autre direction. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut absolument tendre une courroie? On le verra donc dans la deuxième partie, pour transmettre efficacement la puissance, bien sûr, mais aussi lors des opérations de maintenance. Si je veux changer la courroie, il va falloir que cette courroie elle passe au-dessus des flasques de, de la poulie si on a affaire ici à une courroie donc trapézoïdale. Donc il va bien falloir détendre cette courroie pour pouvoir ensuite la changer. Eh bien, écoutez, ceci conclut notre première partie et puis on se donne rendez-vous pour une autre vidéo qui concernera cette fois la deuxième et la dernière partie. Et cette partie-là sera plus orientée sur les calculs et puis sur la méthode de détermination d'une transmission par courroie trapézoïdale.